Le directeur de banque a licencié un père célibataire pour 9 $, puis son retrait de 86 millions de dollars lui a tout coûté. 9 $ avaient disparu d'un tiroir-caisse et la directrice de la succursale, Lydia Carrington, avait besoin de quelqu'un à blâmer avant l'arrivée des auditeurs. Elle a licencié Owen Roer, le père célibataire discret qui travaillait à la Crestwell National Bank depuis 12 ans, même si les images de sécurité montraient qu'il n'avait jamais touché le tiroir-caisse. Owen a retiré son badge d'employé, a posé ses clés sur le comptoir et a demandé combien de temps prendrait le processus de transfert pour retirer ses actifs de la banque. Lydia a ri jusqu'à ce que l'écran affiche un solde de 86 millions de dollars. Mais l'argent n'était pas la chose la plus dangereuse qu'Owen ait emportée de ce bâtiment. Il savait exactement où ces 9 $ étaient allés. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment 9 $ ont fait s'effondrer tout un système bancaire. Le dernier vendredi du mois avait toujours été le jour le plus angoissant à la succursale de Rivergate de la Crestwell National Bank. Et ce vendredi en particulier portait une tension qui s'accrochait à l'air recyclé, comme quelque chose de statique et de non-dit, car la rumeur avait circulé que le premier lundi matin, une équipe d'audit surprise arriverait du bureau régional. Calvin Boone avait 26 ans et n'avait que 14 mois de carrière en tant que caissier. Il a remarqué la divergence à 17h47 de l'après-midi, lorsqu'il a effectué son décompte de fin de journée pour la 3e fois, car le tiroir présentait un manque de 9 $ et il ne parvenait pas à trouver d'où venait l'écart. Il a vérifié son journal des transactions, recompté les billets 2 fois et passé en revue les reçus imprimés, tout cela confirmant ce qu'il savait déjà. Ses totaux étaient équilibrés, le tiroir ne l'était pas, et la différence était exactement de 9 $. Dans une succursale normale, un vendredi normal, une variance de 9 $ déclencherait un protocole simple, recomptage, examen des images de caméra, enregistrement d'une divergence temporaire, et signalement pour examen. Le matin. Mais lorsque Calvin a signalé le chiffre à Lydia Carrington, sa réaction ne ressemblait en rien à ce que le manuel de protocole décrivait. Elle a verrouillé l'espace des caissiers avant même que le dernier client n'ait quitté le hall, a ordonné à chaque employé de rester à son poste et a révoqué tout accès aux systèmes externes depuis les terminaux de l'étage. Ce qui correspondait à un niveau de réponse habituellement réservé aux vols suspectés ou à une grave violation de données. Le personnel de l'étage a échangé des regards, mais n'a rien dit, car ne rien dire en présence de Lydia Carrington était une compétence de survie que toute l'équipe avait tranquillement développée. Et lorsque son regard a balayé la pièce, il s'est posé sur Owen Roer et y est resté, immobile et délibéré, d'une manière que les autres employés ont immédiatement reconnu comme une sélection. Owen avait travaillé à la Crestwell National Bank pendant 12 ans, et pendant ce temps, il était devenu le type de professionnel dont la réputation auprès des clients de longue date était plus solide que ses titres ne le suggéraient. Car il comprenait la gestion des risques d'une manière que la formation formelle n'expliquait que partiellement, et l'intuition faisait le reste. Il avait 42 ans, discret à la manière des personnes confiantes, et il n'avait jamais donné à Lydia de raison de douter de lui au cours des 4 années où ils avaient travaillé ensemble. Il avait aidé Calvin à traiter un ajustement de virement complexe, dans l'heure précédant la fermeture, ce qui a donné à Lydia son ouverture. Elle a utilisé sa proximité avec la zone des caissiers comme cadre pour tout ce qui a suivi. Lorsqu'il a demandé à revoir les images de sécurité, ce qui était la première et la plus évidente étape de toute enquête légitime, elle a refusé, citant des procédures d'examen interne actives. Et quand il a fait remarquer qu'il ne possédait pas le code de dérogation requis pour ouvrir un tiroir-caisse verrouillé, elle a répondu que quelqu'un avec 12 ans de connaissances institutionnelles pouvait trouver des moyens de contourner les procédures standards. Ce n'était pas une accusation étayée par des preuves. Mais elle fut prononcée avec une certitude qui la fit fonctionner comme telle. Et la pièce l'entendit atterrir. L'avis de licenciement a été imprimé et signé avant qu'Owen n'ait fini de parler, citant 3 violations, manquement à la confiance fiduciaire, non-respect des protocoles de limite transactionnelle et création d'une
Variance de trésorerie documentée. Des accusations que toutes les personnes présentes dans la pièce ont compris être disproportionnées par rapport à un écart de 9 $, car même une véritable variance justifiait une suspension en attendant une enquête, et non un licenciement immédiat. Calvin se tenait à son poste, la bouche légèrement ouverte. Il voulait dire quelque chose, il avait les mots prêts, puis Lydia se tourna pour le regarder. Avec une expression plate et mesurée qui fit disparaître les mots. Owen accepta les papiers sans élever la voix, retira son badge d'employé d'un geste net, et posa ses clés sur le comptoir avec une précision silencieuse qui fit que le son porta plus loin qu'il n'aurait dû dans une pièce verrouillée. Il a demandé à Lydia combien de temps prendrait le processus standard de virement bancaire pour déplacer tous ses actifs de la Crestwell National Bank. Lydia a supposé qu'il faisait référence à un compte d'épargne personnelle. Elle a émis un son qui n'était pas tout à fait un rire, mais qui s'en approchait suffisamment pour en fonctionner comme tel. Puis Owen a fourni le numéro 2. Compte du ROR Industrial Heritage Trust. Le terminal de l'agence a affiché le compte. L'écran montrait un solde de 86 214 000 $, et la pièce est devenue silencieuse d'une manière différente du silence précédent. Lydia a regardé le chiffre à l'écran pendant un long moment, avant de demander pourquoi un employé de banque gérerait un compte de cette taille. Owen l'a regardé et a dit que la question qu'elle aurait dû poser avant de le traiter de voleur était exactement celle-là. Puis il sortit par les portes du hall, tandis que la succursale de Rivergate 2. La Crestwell National Bank tentait de comprendre ce qui venait de changer. Fondamentalement, la transformation de Lydia Carrington s'est produite en quelques minutes, et sans la moindre grâce que la situation aurait pu mériter. Car au moment où elle a compris le chiffre à l'écran, le langage qu'elle avait utilisé pour licencier Owen ROR est devenu une responsabilité légale et financière qui ne pouvait pas être facilement contenue. Elle l'a joint sur son téléphone portable avant qu'il n'ait quitté le parking et lui a dit que le licenciement était une décision préliminaire qui n'avait pas encore été entièrement traitée par les ressources humaines. Une distinction qui ne signifiait rien, puisqu'elle avait déjà signé les papiers et demandé à la sécurité de noter son départ. Owen lui a rappelé ces deux faits et lui a dit qu'il allait initier le transfert du ROR Industrial Heritage Trust vers une autre institution financière le lundi matin, à l'ouverture du service des virements. Il a fourni suffisamment d'explications pour que la conversation ait une structure, bien qu'il n'ait pas offert plus que nécessaire. Son père avait construit ROR Precision Manufacturing sur 3 décennies, une entreprise qui produisait des composants de qualité aérospatiale. Et quand son père est décédé, l'entreprise a été vendue à un groupe industriel plus important. Et les actifs restants ont été transférés dans une fiducie familiale qui comportait également des obligations caritatives. Owen avait été nommé fiduciaire principal et les 86 millions de dollars représentaient des liquidités, des obligations et des actifs liquides accumulés au fil des ans. Grâce à une gestion prudente détenue à Crestwell parce qu'Owen avait travaillé à Crestwell et pensait que la familiarité institutionnelle était une base raisonnable pour la confiance. Lydia a demandé pourquoi il n'avait jamais mentionné tout cela. Et Owen a dit que la réponse était simple. La façon dont elle l'avait traité lorsqu'elle croyait qu'il n'avait rien, était la seule information dont il avait eu besoin sur la situation. Les 86 millions n'étaient pas décoratifs. Ils représentaient une part significative des actifs sous gestion déclarés par la succursale, et le retrait enverrait les chiffres de l'établissement de Rivergate dans une fourchette qui déclencherait un examen automatique de la part du bureau régional. Cela nuirait à la position de Lydia avant l'évaluation trimestrielle, éliminerait ses chances de promotion au poste de directrice régionale, et obligerait le siège social à ajuster les projections de liquidité pour l'ensemble du district. Lydia a appelé Damon Ashcraftoft dans les 10 minutes qui ont suivi la fin de l'appel d'Owen, et Damon lui a dit de maîtriser la situation par tous les moyens disponibles, ce qu'elle a compris comme signifiant que l'offre de réintégration devait être sur la table avant le matin. Elle a rappelé Owen et lui a proposé
d'annuler le licenciement, de supprimer entièrement le dossier disciplinaire, d'augmenter son salaire, et de le considérer pour un poste de direction senior. Tout cela sans aucune reconnaissance formelle que la décision initiale avait été mauvaise. Owen a refusé sans hésitation, et sa raison n'avait rien à voir avec la colère. Car la colère n'était pas ce qui motivait la décision. Il lui a dit que la banque venait de démontrer sa volonté de détruire la réputation professionnelle d'une personne sans preuve, et que cette volonté n'avait pas disparu simplement parce que la personne s'est avérée avoir des actifs. Avant la fin de l'appel, Owen a dit quelque chose qui s'est enregistré dans la poitrine de Lydia avec un poids qu'elle ne pouvait pas immédiatement expliquer. Il lui a dit que les 9 $ n'étaient pas dans un tiroir-caisse. Ils avaient été saisis dans le système de traitement interne sous un code d'ajustement de frais, étiqueté R09. Le silence de Lydia a duré 3 secondes de plus qu'une pause normale. Owen l'a remarqué. Il lui a demandé très calmement si elle savait ce qu'était ce code. Elle n'a pas répondu, et dans l'espace où sa réponse aurait dû être, Owen a compris que tout ce qui était arrivé à ces 9 $ était considérablement plus compliqué qu'un écart de caisse à la fin d'un vendredi. Et que Lydia Carrington avait eu connaissance de cette complexité avant même que le tiroir ne soit ouvert. Owen est rentré chez lui à Rivergate en début de soirée, avec une sorte de calme particulier qui s'installe sur une personne qui vient d'absorber quelque chose de grand et n'a pas encore décidé quoi en faire. Sa fille Mara était dans la cuisine lorsqu'il est entré, portant la petite boîte d'objets personnels qui s'accumule pendant 12 ans à un bureau. Une photographie encadrée, un bloc-notes, une tasse à café qu'elle lui avait peinte quand elle avait 9 ans. Elle en avait 14 maintenant et était observatrice, à la manière des enfants qui ont perdu un parent tôt. Elle lisait les pièces, les gens et les silences avec une précision que la plupart des adultes sous-estiment. Elle lui a demandé pourquoi il avait rapporté ses affaires à la maison, et il lui a simplement dit qu'il ne travaillait plus à la banque. Et quand elle l'a regardé pour une explication plus longue, il a seulement dit que quelqu'un avait fait une erreur, et l'expression sur son visage lui a clairement dit que l'erreur n'avait pas été la sienne. Il ne lui a pas parlé de l'accusation. Et il s'est assis à la table de la cuisine après qu'elle soit montée, a ouvert son ordinateur portable et, utilisant son identifiant client, qui n'avait pas encore été révoqué parce que le département technologique traitait les demandes d'accès selon un cycle de jours ouvrables. Il a extrait l'historique des frais pour le ROR Industrial Heritage Trust sur les 36 derniers mois. Ce qu'il a trouvé n'était pas dramatique en soi. Une série de petits ajustements, 9 $ ici, 18 $ un autre mois, parfois 27, chacun suivi. Dans les jours qui suivaient, d'une annulation correspondante qui restituait le montant au compte. Les descriptions associées à chaque ajustement étaient vagues au point d'être dénuées de sens. Correction de solde de service, examen de maintenance de compte, alignement de traitement, un langage qui semblait technique sans véhiculer aucune information réelle. Aucun des montants individuels n'avait jamais été suffisamment important pour déclencher une notification client ou un signalement d'examen formel, ce qui signifiait que si le même modèle avait été appliqué à des milliers de comptes simultanément, le montant total déplacé via le système pouvait atteindre des millions sans produire une seule alerte qu'un humain était tenu d'examiner. Owen a longuement réfléchi à cette arithmétique, et le chiffre qui en a émergé était suffisamment grand pour expliquer pourquoi quelqu'un avait eu besoin de l'arrêter avant un audit du lundi matin. De retour à la succursale de Rivergate, Lydia avait passé la soirée à prendre des décisions qu'elle savait être mauvaises. Elle a demandé à l'équipe technologique de révoquer immédiatement les identifiants d'accès restants d'Owen, en vertu d'un protocole de sécurité pour employés licenciés, ce qui était légitime en tant que processus, mais servait mieux ses propres objectifs que ceux de la banque. Plus significativement, elle a appelé Calvin Boone dans son bureau et a placé devant lui une déclaration écrite, qu'elle avait elle-même rédigée, décrivant la présence d'Owen près de la zone des caissiers.
En des termes qui impliquaient un accès délibéré plutôt qu'une proximité fortuite. Calvin l'a lu 2 fois et lui a dit que ce n'était pas exact. Cohen n'avait jamais touché le tiroir, et que la formulation ferait croire qu'il l'avait fait. Lydia a dit à Calvin que s'il choisissait de ne pas signer, la divergence de 9 $ exigerait une partie responsable, et la partie responsable actuellement disponible était le caissier dont le tiroir il s'agissait. Calvin a signé, et la connaissance de ce qu'il avait fait s'est posée sur lui de la manière lourde et particulière dont les décisions contraintes ont tendance à s'installer. Damon Ashcraftoft est arrivé à la succursale de Rivergate le lendemain matin, et sa présence était notable car les directeurs régionaux ne se présentaient généralement pas en personne pour des incidents de variance de caisse. Il a clairement indiqué, dans les 5 premières minutes, que son intérêt n'était pas de savoir si Owen Roer était coupable de quoi que ce soit. Il voulait seulement savoir comment conserver 86 millions de $ à la banque. Il a demandé à Lydia de classer le licenciement comme un ajustement de personnel standard et de préparer un accord de non-divulgation centré sur les discussions financières. Et quand Lydia lui a dit qu'Owen avait fait référence au code R09, Damon est resté silencieux un instant avant de dire que le problème ne concernait plus l'argent d'Owen, mais ce qu'Owen savait déjà. Ce soir-là, Owen a reçu un courriel anonyme contenant une feuille de calcul avec plus de 4000 numéros de compte, tous montrant le modèle d'ajustement R09, avec une seule ligne en bas indiquant 9 $ n'était que le nombre qu'ils utilisaient pour vérifier si quelqu'un faisait attention. Une demande de virement bancaire de 86 millions de $ provenant d'un compte fiduciaire lié à un client institutionnel de longue date a déclenché un signal d'escalade automatique au siège social de Crestwell qui est parvenu au bureau d'Evelyn Blackwell le samedi matin. Elle avait 54 ans et dirigeait la banque depuis 11 ans. Et elle possédait ce genre particulier d'intelligence qui fonctionne le mieux sous pression, car elle ne gaspille pas d'énergie sur tout ce qui ne peut être mis en œuvre. Elle a appelé Owen directement sur son téléphone portable, et son ton n'était ni chaleureux ni froid, mais précisément calibré à la distance moyenne entre l'autorité et l'enquête. Owen lui a dit qu'il avait été licencié sans enquête, sans examen des caméras et sans le protocole de suspension standard requis par le manuel de l'employé. Qu'un code d'ajustement de frais internes était apparu dans les registres du compte fiduciaire selon un schéma qu'il trouvait irrégulier. Et qu'au moins un employé avait été contraint de signer une déclaration qui ne reflétait pas fidèlement les événements. Evelyn a écouté sans l'interrompre et, lorsqu'il a eu terminé, elle lui a dit qu'elle n'était pas en mesure d'accepter son récit à la lettre, mais qu'elle n'était pas non plus en mesure de le rejeter. Elle a organisé une réunion au siège régional pour le lundi, et la salle qu'elle a réunie était suffisamment grande pour contenir le problème et suffisamment petite pour l'empêcher de fuir. Evelyn, en bout de table, Lydia assise avec une neutralité contrôlée. Damon Ashcraftoft, légèrement à l'écart de Lydia, d'une manière qui suggérait déjà une distance, un avocat de la banque avec un bloc-notes et une femme qu'Owen n'avait pas rencontrée. June Whittaker, la responsable de l'audit interne du siège. Lydia a présenté Owen comme un ancien employé mécontent qui utilisait un compte fiduciaire pour exercer une pression personnelle, et sa prestation était soignée, comme l'est toujours un langage préparé, livré par des orateurs expérimentés. Damon a proposé la résolution la plus simple possible. Rétablir Owen à son poste avec un salaire revalorisé et clore le dossier personnel. Owen les a regardés tous les deux et a dit que si la récupération de son poste avait été son objectif, il aurait accepté l'offre la nuit où Lydia a vu le solde du compte, ce qui n'était pas la nuit où il était assis dans cette pièce. June Whittaker a posé une question de procédure, et sa voix portait la qualité de quelqu'un qui a passé sa carrière à identifier la seule question dans une pièce que personne d'autre ne veut poser. Elle a demandé l'accès aux images de sécurité des caisses de la soirée de l'incident. Le coordinateur de la sécurité a envoyé un message à la salle pendant qu'ils étaient encore assis. 14 minutes d'images de la caméra pertinente manquaient.
l'intervalle correspondait précisément à la période où la variance de la caisse s'était produite. Et la fonction de suppression sélective d'enregistrement nécessitait un identifiant d'accès de niveau de direction, indisponible pour les caissiers ou le personnel de l'étage standard. Lydia a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur système. La documentation de sécurité de la banque indiquait que la dérogation avait été utilisée. Owen a placé sur la table un dossier contenant l'historique des frais du compte de fiducie ROR, l'email anonyme, la feuille de calcul de 4000 comptes, un journal des eurodatages auxquels les ajustements R09 avaient été appliqués, et une comparaison montrant que le rythme de ces ajustements était corrélé au schéma temporel des rapports historiques de variance de trésorerie. L'emplacement de Rivergate. June a pris le dossier et n'a pas levé les yeux pendant un long moment. Et quand elle a finalement parlé, elle a dit qu'elle aurait besoin de 72 heures et d'un accès illimité à l'archive de données de la succursale. Evelyn a demandé à Owen s'il retarderait le transfert de 72 heures, et Owen a accepté sous des conditions spécifiques. Lydia serait suspendue avec salaire en attendant l'examen. Aucun employé supplémentaire ne subirait de mesures défavorables pendant l'enquête. June opérerait sans interférence de la part de la direction de la succursale. Toute la documentation serait conservée sous séquestre légal et Owen recevrait des copies certifiées de tout ce qui figurait dans son dossier personnel, y compris les documents de licenciement originaux. Evelyn a accepté toutes les conditions, la pièce s'est vidée. À 23 heures ce soir-là, quelqu'un avait supprimé à distance une partie de l'archive de données de la succursale, mais le serveur principal avait déjà créé une sauvegarde que la suppression n'avait pas atteinte. June Whittaker a commencé à travailler à 6 heures le lendemain matin, et elle a travaillé comme elle l'avait toujours fait. En silence, sans hypothèse, suivant les chiffres plutôt que les récits. Elle et Owen ont passé 12 heures à parcourir des données de sauvegarde que la suppression partielle n'avait pas réussi à toucher. Et ce qui a émergé de ces heures n'était pas une histoire simple, mais une histoire structurée, ce qui était, d'une certaine manière, plus troublant. Le code R09 avait été créé 3 ans plus tôt et saisi dans le système de gestion des frais avec une description qui indiquait ajustement de services mineurs. Assez vague pour passer un examen de conformité occasionnel sans déclencher d'enquête détaillée. Sa fonction réelle, telle que June l'a reconstituée à partir des journaux de transaction, était d'appliquer de petits frais récurrents aux comptes qui partageaient deux caractéristiques, les titulaires, qui examinaient rarement leur relevé mensuel de prêt et les comptes sans plainte client déposés contre la succursale au cours des 18 mois précédents. Le code affectait de manière disproportionnée les clients âgés, les petites entreprises à volume de transactions élevé et à personnel administratif limité, ainsi que les fiducies inactives dont le fiduciaire désigné ne s'était pas connecté au service bancaire en ligne au cours du trimestre précédent. Le mécanisme était conçu pour minimiser la visibilité. Lorsqu'une charge était appliquée et que le titulaire la remarquait et appelait pour se plaindre, le système annulait automatiquement la commission et signalait le compte comme actif en cas de plainte, ce qui signifiait qu'il ne serait plus facturé pendant 6 mois. En l'absence de plainte, la charge demeurait et cyclait à nouveau le mois suivant. Les montants étaient toujours faibles. 9 $ était l'unité de base, avec des multiples appliqués au compte dépassant certains seuils de solde. Et le total extrait par compte et par an n'était jamais suffisamment important pour susciter un examen réglementaire en dessous des seuils standards. Mais sur les plus de 4000 comptes que June avait maintenant identifiés, sur 3 ans d'application constante, le montant total extrait de manière inappropriée s'élevait à une estimation initiale de 3 700 000 $. Ce montant avait été traité via la ligne de revenus de frais de la succursale, ce qui permettait à Lydia de déclarer des performances de revenus de service constamment solides, ce qui plaçait Rivergate en tête des classements régionaux de Damon Ashcraft. Ce qui générait des bonus pour les deux et contribuait à des évaluations positives pour
L'équipe de direction de la succursale qui avait su et n'avait rien dit. Owen avait en fait signalé des anomalies dans la structure des frais 2 fois auparavant, dans des rapports soumis par le canal de conformité interne standard. Et à une troisième occasion, il avait mentionné la divergence de manière informelle au coordinateur de la conformité. Aucun de ces rapports n'avait remonté dans le système. Lydia les avait conservés au niveau de la succursale, et lorsque l'écart de $9 est apparu avant l'audit ce vendredi après-midi, elle a immédiatement compris qu'une équipe d'audit externe pourrait suivre le même schéma qu'Owen avait cerné. Et que si Owen était toujours employé et toujours attentif lorsque les auditeurs arriveraient, sa mémoire institutionnelle et son expérience financière en faisaient un risque significatif. Calvin Boone a appelé Owen le mercredi matin. Il n'avait pas bien dormi depuis 3 jours et il a dit à Owen, d'une voix plus basse que d'habitude, qu'il devait dire la vérité à quelqu'un d'officiel. Owen n'avait pas touché le tiroir caisse ce jour-là. La divergence de $9 était apparue après une saisie manuelle. Calvin avait vu Lydia faire elle-même l'entrée sur le terminal de l'agence peu avant le décompte de fin de journée, et l'entrée avait été enregistrée sous R09. Owen a dit à Calvin d'appeler directement June Whittaker. Et quand Calvin a dit qu'il avait peur de perdre son emploi, Owen lui a dit que l'emploi qu'il avait peur de perdre était déjà autre chose que ce qu'il semblait être, et que la seule chose qui lui restait à protéger était son propre nom. Le même jour, Lydia a envoyé des documents à un média local par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Des documents décrivant un ancien employé anonyme utilisant son autorité de dépositaire sur un grand compte de fiducie comme levier contre une institution financière, impliquant une manipulation, impliquant une mauvaise foi. Mara a vu l'histoire avant Owen et est descendue et lui a directement demandé s'il était vrai qu'il avait été renvoyé pour avoir pris de l'argent. Owen regarda sa fille et dit non. Et Mara dit qu'elle l'avait su avant de poser la question, ce qui fut le verdict le plus clair que la situation produirait. Pendant un certain temps, Owen expliqua suffisamment pour satisfaire la franchise de la question de Mara, sans l'entraîner dans la complexité procédurale de ce qui était encore en suspens. Il lui dit que quelqu'un avait dû blâmer quelqu'un pour une erreur, et qu'il avait été le choix le plus commode. Et que la raison pour laquelle cela n'avait pas pris fin là, était que l'erreur s'était avérée faire partie de quelque chose plus grand. Mara a demandé pourquoi il n'avait pas simplement utilisé l'argent pour forcer des excuses, et Owen a réfléchi à la question un instant avant de répondre que l'argent pouvait faire peur aux gens, mais qu'il ne pouvait pas les rendre honnêtes. Et que ce dont il avait besoin de la situation n'était pas de la peur, mais de la précision. La conversation fut brève, et Mara ne poussa pas plus loin, car elle connaissait suffisamment son père pour savoir qu'il fonctionnait à partir d'une sorte de registre interne qui n'avait rien à voir avec celui que la banque tenait, et qu'il ferait ce qu'il croyait être juste. Même lorsque le juste était la voie la plus difficile. Au siège social, le conseil d'administration avait été informé le mercredi après-midi, et l'éventail des réponses autour de cette table couvrait toute la distance entre la panique et le pragmatisme. Plusieurs membres ont plaidé en faveur d'une résolution contenue, rétablir le poste d'Owen, le dédommager généreusement, l'approcher avec un accord de confidentialité, et gérer le problème des frais comme un projet de remédiation interne qui ne nécessitait pas de divulgation publique. L'argument était fondé sur la logique familière selon laquelle la transparence dans les institutions financières tend à accélérer les dommages qu'elle était censée limiter, et qu'une stabilité à long terme était mieux servie par une correction discrète que par une comptabilité publique. Evelyn a écouté chaque version de cet argument et l'a comprise selon ses propres termes, et elle a également compris qu'il reposait sur une condition qui n'était plus valable. Owen connaissait déjà la nature de ce qui s'était passé. June Whittaker était déjà plongé dans les données, et l'expéditeur de l'email anonyme avait distribué la liste des comptes à au moins une partie externe. Le calcul du conseil supposait que la rétention était encore possible, et Evelyn commençait à
Croire que non. Damon Ashcraft a agi le jeudi matin, et c'était le genre de mouvement que les opérateurs expérimentés font lorsqu'ils sentent le terrain se dérober sous une position qu'ils ne peuvent plus défendre. Il a soumis un mémorandum au bureau d'Evelyn, présentant le système R09 comme un programme pilote non autorisé que Lydia Carrington avait créé et mis en œuvre, sans approbation régionale, joignant des fils de courriel reconstruits qui plaçaient l'origine du code entièrement au sein de la succursale de Rivergate. Les fils de courriel reconstruits étaient détaillés et cohérents en interne, et ils étaient également faux, ce que June a identifié en 4 heures en recoupant les métadonnées avec les journaux de serveurs du bureau régional. Lydia n'avait pas été informée que Damon allait faire ça. Et quand elle l'a découvert, quelque chose a changé dans sa compréhension de ce que 4 années de performance et de loyauté envers ce bureau avaient réellement valu aux personnes auxquelles elle avait été loyale. Elle a appelé Owen le vendredi matin et a demandé à le rencontrer. Il a accepté un lieu neutre et non affilié à la banque, l'ancienne usine de fabrication que la famille ROR avait jadis exploitée. Maintenant un espace commercial qu'Owen gérait dans le cadre du portefeuille immobilier de la fiducie. Lydia ne s'est pas excusée au sens conventionnel du terme, mais elle a dit quelque chose qui avait le poids de l'honnêteté. Elle lui a dit qu'elle l'avait choisi spécifiquement parce qu'un père célibataire qui avait besoin de son emploi n'était pas censé avoir les moyens ou la position pour riposter, et que ce calcul avait semblé fiable à l'époque. Owen a dit qu'elle n'avait pas tout perdu à cause de 86 millions de dollars. Elle avait tout perdu lorsqu'elle avait décidé que 9 dollars valait plus que la vérité. Et il l'a dit sans animosité, et elle l'a entendu sans se dérober. Et aucun d'eux n'avait grand-chose à ajouter après cela. Avant de partir, Lydia a posé une clé USB sur la table. Elle a dit à Owen qu'elle contenait la correspondance électronique entre elle et Damon remontant à 26 mois, y compris des messages dans lesquels Damon avait introduit le concept R09, fournissait paramètres techniques et spécifiquement identifié Owen ROR comme un risque de conformité à la suite de son deuxième rapport interne sur les frais. Le dernier courriel sur la clé USB, daté d'il y a 11 mois, montrait un paiement de 1 200 000 dollars. Acheminé par une société de conseil avec une signature d'autorisation qui n'appartenait pas à Lydia Carrington. Le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence le samedi, et la réunion avait la qualité pressentée à enjeux élevés des rassemblements où les gens décident non seulement quoi faire, mais qui ils sont prêts à devenir. Le contenu de la clé USB avait été examiné par un conseil extérieur pendant la nuit, et ce qu'il contenait n'était pas un litige personnel ou une irrégularité de frais au niveau de la succursale, mais des preuves documentées d'un stratagème soutenu sur plusieurs années, coordonné par un directeur régional et rendu possible par au moins une autorisation au niveau du conseil. Certains membres ont encore plaidé pour une résolution négociée avec Owen, rétablir son statut, lui offrir un rôle de direction dans l'éthique et la conformité interne. Le maintenir comme un symbole visible de l'engagement de la banque envers la responsabilité et gérer la régularisation des frais discrètement. Les offres qu'ils ont décrites étaient substantielles et auraient été difficiles à refuser pour la plupart des gens. Owen a écouté chaque proposition et les a toutes déclinées. Il a dit aux représentants du conseil que ces exigences ne concernaient pas la compensation ou la position et n'avaient jamais été. Il voulait que le dossier de licenciement soit effacé et l'accusation de vol formellement rétractée par écrit. Il voulait une reconnaissance publique, pas un communiqué de presse rédigé par l'équipe de communication de la banque, mais une déclaration directe selon laquelle les accusations initiales de conduite avaient été fabriquées. Il voulait que les 4000 clients affectés soient notifiés et remboursés intégralement. Il voulait que Calvin Boone et tous les autres employés ayant coopéré à l'enquête soient protégés contre les représailles. Il voulait un renvoi formel de la conduite de Damon Ashcraft aux organismes de réglementation appropriée, une refonte de l'architecture des frais avec une surveillance indépendante, et tout cela devait être achevé avant toute discussion sur le transfert de la fiducie.
Evelyn a rencontré Owen séparément. Cet après-midi-là, et elle lui a dit que le départ de 86 millions de dollars du portefeuille d'actifs géré de la succursale entraînerait presque certainement la fermeture de l'emplacement de Rivergate et que les employés de cette succursale, dont la plupart n'avaient rien à voir avec le système de frais ou le faux licenciement, perdraient leur emploi dans les 90 jours. Owen a reconnu qu'il l'avait entendu. Il a dit que ses employés avaient été placés dans cette position non par sa décision de déplacer les fonds fiduciaires, mais par la décision prise 3 ans plus tôt d'utiliser les comptes clients comme mécanisme de génération de fausses métriques de performance. Et que maintenir une institution qui exigeait des revenus frauduleux pour atteindre ses objectifs n'était pas quelque chose qu'il avait l'obligation de faire. Lydia a reçu son avis de suspension formelle le samedi matin. Et le samedi soir, elle a eu confirmation que le conseil d'administration ne fournirait aucun soutien institutionnel pour les accusations découlant de sa conduite. Damon a quitté son appartement le vendredi soir avant la session du conseil et n'a pas pu être joint par son numéro de bureau ni par son téléphone portable personnel pendant les 36 heures suivantes. Son avocat a ensuite qualifié cette période de stress personnel, mais il avait emporté son ordinateur portable personnel et un disque dur externe en partant. L'autorité de régulation bancaire a été informée de son absence le dimanche matin, et l'enquête sur les paiements de la société de conseil a été officiellement ouverte avant la fin du week-end. Le membre du conseil d'administration dont la signature d'autorisation apparaissait sur 3 de ces transactions a soumis sa démission par courriel le dimanche soir, et la démission est arrivée à minuit, ce qui n'est pas le moment où les décisions institutionnelles sont prises. À moins que la décision ne puisse attendre le matin. Evelyn Blackwell a convoqué la session de reddition de compte formel pour le mercredi suivant, et elle a eu lieu au siège social à Columbus, ce qui a signalé à toutes les personnes invitées que cela avait dépassé la hiérarchie institutionnelle standard. La salle abritait le comité d'audit indépendant du Conseil. 2 représentants de l'autorité de régulation bancaire de l'État, l'équipe juridique externe de la banque, Owen, June Whittaker, Calvin Boone, et Lydia, qui avait été conseillée par son propre avocat d'être présente et de ne dire que très peu de choses. Damon Ashcraftoft était présent via une connexion vidéo sécurisée, flanqué de 2 avocats apparaissant à l'écran avec l'expression de quelqu'un qui avait passé le week-end à construire une version des événements qu'il entendait défendre indéfiniment. Son avocat, en 3 sections soigneusement structurées, a soutenu que la structure tarifaire R09 avait été une expérience locale non autorisée, initiée par la direction de la succursale sans connaissance régionale. Que la conduite d'Owen, en utilisant les actifs du compte de fiducie, constituait une coercition financière contre une institution réglementée. Que Calvin Boone était un témoin peu fiable dont les récits incohérents reflétaient une mauvaise mémoire sous stress, et que la correspondance électronique de la clé USB avait été sélectivement éditée et ne pouvait être authentifiée sans une revue médico-légale qui prendrait des mois. Owen a présenté la documentation non pas comme une révélation spectaculaire, mais comme une comptabilité séquentielle, celle construite par quelqu'un qui avait passé 12 ans à traiter des instruments financiers complexes et avait appris à construire des arguments sans emphase ni théâtre. Il a placé sur la table, par ordre chronologique, les 2 rapports formels d'anomalie de frais qu'il avait déposés avec des horodatages montrant qu'ils avaient été reçus et non transmis. Le journal système montrait que le code R09 avait été créé au niveau du serveur régional plutôt qu'au niveau de la succursale. L'historique des frais du compte de fiducie ROR. Les métadonnées de la correspondance électronique montraient que les schémas d'édition référencés par l'avocat de Damon étaient cohérents avec une impression sélective plutôt qu'une altération, et un fichier de récupération du serveur de sauvegarde secondaire de la succursale. Le serveur que la suppression partielle avait manqué, contenait 40 secondes d'images montrant Lydia ouvrant le tiroir caisse après le décompte de fin de journée et y plaçant un reçu d'ajustement de transaction qui n'y était pas lors
Du décompte final de Calvin. Les 40 secondes ne montraient pas Lydia retirant 9 $. Elle la montrait créant les conditions pour qu'un écart de $ apparaisse là où il n'existait pas. Calvin Boone a parlé pendant environ 8 minutes, de manière claire et séquentielle. Il avait signé un document sous la contrainte. Le document n'était pas exact. Owen Eroer n'avait pas accédé au tiroir caisse le jour en question, et il avait personnellement vu Lydia saisir le code d'ajustement R09 à 3 reprises au cours des 2 mois précédant l'incident. Lors de l'une de ces occasions, Damon Ashcraftoft était présent dans le bureau du directeur de la succursale et avait examiné le journal des transactions avec Lydia avant que les entrées ne soient effectuées. Lorsque les représentants réglementaires ont demandé directement à Evelyn ce que la banque comptait faire, elle a donné une réponse. Elle avait passé 5 jours à y parvenir lentement, à travers un processus qui l'obligeait à mettre de côté la version de la situation la meilleure pour la stabilité à court terme de la banque et à accepter la version qui était vraie. Elle a déclaré que la banque signalerait elle-même les violations de frais à l'autorité de régulation ce matin-là. Que le remboursement intégral de tous les comptes affectés commencerait dans les 30 jours, que l'emploi de Damon Ashcraftoft était résilié avec effet immédiat en attendant l'enquête criminelle. Que les paiements de la société de conseil étaient transmis à la division des crimes financiers de l'État, et que le dossier personnel d'Owen Eroer serait corrigé pour refléter que le licenciement avait été exécuté sans base factuelle. Et qu'aucune constatation de mauvaise conduite n'avait jamais été étayée. Après avoir terminé, il y eut un silence dans la pièce qui dura assez longtemps pour signifier quelque chose. Puis Evelyn regarda Owen et lui demanda s'il envisagerait de retirer l'ordre de transfert. Owen répondit non. L'explication d'Owen au conseil d'administration fut patiente et sans excuse. Le Eroer Industrial Heritage Trust avait une obligation fiduciaire qui précédait et supplantait ses sentiments personnels envers toute institution. Et l'obligation exigeait que les actifs ne soient pas détenus dans une relation bancaire sous enquête réglementaire active, car cela placerait la fiducie dans une position de responsabilité potentielle et violerait les normes de gouvernance établies par son père lors de la création de la fiducie. Le fait que la banque ait reconnu ses torts et exprimé son engagement à corriger la situation était significatif, mais cela n'a pas produit le genre de bilan institutionnel qu'un fiduciaire pouvait invoquer pour justifier le maintien de 86 millions de $ auprès d'un partenaire financier particulier. Le transfert vers une banque fiduciaire indépendante avait été autorisé. L'institution réceptrice avait confirmé sa disponibilité et le virement aurait lieu le jeudi matin. Owen a rempli les documents lui-même, de sa propre écriture, à un bureau qui ne se trouvait plus dans une succursale de Crestwell. Le départ des actifs de la fiducie Eroer, combiné à l'annonce publique du rapport d'autodéclaration réglementaire et à la nouvelle simultanée de l'enquête de Damon Ashcraftoft, a créé une période de 48 heures à la succursale de Rivergate, que le personnel restant a plus tard décrite comme le chaos le plus calme qu'il ait jamais connu. La succursale de Rivergate a été placée sous statut de supervision renforcée, restant ouverte mais opérant sous la tutelle directe du siège social. Sa classification de gestion indépendante a été suspendue en attendant l'issue de l'examen réglementaire. La séparation formelle de Lydia Carrington de la Crestwell National Bank a été traitée le vendredi suivant la réunion du siège social, et les termes de la séparation n'incluaient aucune indemnité de départ, car les conclusions de la conduite l'excluaient en vertu de l'accord d'emploi. Le rappel des bonus remontait à 3 exercices fiscaux. La structure financière personnelle qu'elle avait construite sur l'hypothèse de revenus de performance continue. L'appartement près de la rivière, le leasing de la voiture, la garde-robe professionnelle qu'une candidate au poste de directrice régionale était censée maintenir. Tout cela dépendait d'un flux de trésorerie qui s'était arrêté sans préavis et ne reprendrait pas. L'enquête sur la fausse déclaration de caissier et la suppression sélective de caméras a été confiée au bureau du procureur de district du comté, non pas parce
Que les montants impliqués étaient importants, mais parce que la délibération des actions atteignait le seuil d'obstruction criminelle. Le conseil d'agrément professionnel pour la gestion bancaire a été informé des conclusions réglementaires, et l'industrie bancaire a une mémoire des actions coercitives. La perte la plus significative n'était pas financière et ne pouvait être décrite dans le langage des pertes. C'était la compréhension, qui est arrivée lentement. Et sans le soulagement que la compréhension apporte parfois, que chaque chiffre que Lydia avait rapporté comme preuve de son succès avait été construit sur des montants qui n'étaient pas à elle de compter. Pris à des gens qui ne savaient pas qu'ils payaient. Damon Ashcraft a été notifié d'une plainte pénale formelle pour fraude financière et violation de virements bancaires liés au paiement de la société de conseil. Le membre du conseil d'administration dont la signature figurait sur les documents d'autorisation a démissionné avant que l'examen formel de la gouvernance ne puisse avoir lieu. Evelyn Blackwell est restée PDG, mais a opéré dans des conditions qui n'étaient plus celles qu'elle avait héritées. Plusieurs mois plus tard, le processus formel de réhabilitation du nom d'Owen Roer fut achevé dans un document arrivé sans cérémonie. Un dossier personnel corrigé, accompagné d'une lettre de reconnaissance signée par Evelyn Blackwell, déclarant en termes non équivoques que le licenciement initial avait été exécuté sans base factuelle, et qu'aucune constatation de mauvaise conduite n'avait jamais été étayée par des preuves. Owen l'a lu une fois, l'a posé sur son bureau, et ne l'a plus relu, car il était déjà passé au travail pratique qui découlait de la situation, ce qui l'intéressait davantage que les documents qui en officialisaient la conclusion. Il a créé une petite société de conseil spécialisée dans la protection des consommateurs financiers. Et la fonction principale de l'entreprise était d'aider les petites entreprises, les titulaires de comptes âgés et les organisations communautaires à vérifier l'historique de leurs frais bancaires pour les frais non autorisés. Un travail pour lequel la demande s'est avérée plus élevée qu'il ne l'avait prévu. Il a continué à gérer le ROR Industrial Heritage Trust, à conserver un pourcentage modeste des versements caritatifs destinés au programme d'éducation financière dans la communauté de Rivergate, et a embauché Calvin Boone 6 semaines après que Calvin ait présenté sa démission de Crestwell avec une lettre de 2 phrases. Long. Owen n'a pas acheté une autre maison ou une autre voiture. La vie qu'il est Mara menait était la vie qu'ils avaient menée auparavant, ajustée seulement par la présence d'un travail qui semblait être le bon type de travail. La Crestwell National Bank a survécu à l'année qui a suivi, et Evelyn a poursuivi les réformes qu'elle avait annoncées lors de la réunion du siège social avec une attention à la mise en œuvre que son conseil d'administration n'avait pas initialement prévue. Les structures tarifaires ont été divulguées publiquement. Une ligne de lanceur d'alerte indépendante a été établie, avec une surveillance par des tiers. Les directeurs de succursales ont été retirés de la chaîne d'autorisation des archives de sécurité, et le programme de remboursement pour les 4000 clients affectés a été achevé dans les 90 jours. June Whittaker a été nommée à la tête de la nouvelle autorité d'audit indépendante qui relève directement du conseil d'administration plutôt que de la structure de gestion régionale. La banque a payé une pénalité réglementaire, a absorbé des coûts juridiques importants et a passé l'année suivante à opérer d'une manière moins rentable et plus honnête qu'auparavant. Owen est retourné à la succursale de Rivergate un après-midi pour clôturer son compte courant personnel, le seul compte qu'il y avait détenu qui n'était pas affilié à la fiducie. La succursale avait l'air différente, de la manière spécifique dont les lieux semblent différents lorsque la personne dont la présence les définissait a été retirée. Plus calme, plus uniformément éclairé, un peu moins sûr de lui. Une jeune caissière a traité les papiers et a demandé s'il voulait laisser un petit solde pour éviter les frais de clôture de compte, suggérant $9 comme un chiffre rond facile à retenir. Owen a souri et a dit que $9 avait autrefois été le prix que la banque croyait pouvoir facturer pour sa réputation, et qu'il préférait ne rien laisser derrière lui. Il a signé le formulaire de clôture et est sorti sur le parking où Mara l'attendait,
appuyée contre la voiture sous le soleil de l'après-midi. Elle a demandé si les 86 millions avaient finalement réussi à les faire écouter. Owen a dit « Non, cela les a seulement rendus disposés à s'asseoir dans la même pièce ». Mara a demandé ce qui avait réellement fonctionné, et Owen a jeté un dernier coup d'œil au bâtiment avant de répondre que ce qui avait fonctionné, c'est qu'il ne pouvait pas prouver un mensonge en le répétant assez fort, et que cela avait toujours été vrai, et cela le resterait la prochaine fois que quelqu'un essaierait. Ils se sont éloignés de la succursale de Rivergate et ce soir-là, une enveloppe matelassée est arrivée au bureau d'Owen. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite d'une femme âgée de l'Est du comté. L'un des 4000 comptes qui avait reçu un chèque de remboursement, le remerciant d'avoir prêté attention à un chiffre que tout le monde avait décidé d'être trop petit pour avoir de l'importance. Plié à l'intérieur de la note se trouvaient 9 billets de $1. Owen les a sortis et les a tenus un instant. Puis les a placés dans un petit cadre sur le mur de son nouveau bureau sous une carte dactylographiée qui disait « Chaque chiffre appartient à quelqu'un ».